Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pourquoi Saint-Pétersbourg? Ça veut dire Saint-Pierre. C'est la ville de Saint-Pierre et donc de Pierre. Évidemment, on est tout à fait d'accord. Donc c'est quoi la situation de cette Russie? Donc c'est pas encore un grand État, mais ça pourrait le devenir ou... C'est un État dont aussi bien ses dirigeants que les observateurs étrangers ont de la peine à mesurer les forces exactes. C'est d'ailleurs vrai encore aujourd'hui dans la Russie de Poutine. Parce qu'elle est très vaste, mais ses frontières ne sont pas forcément très bien définies. Par exemple, la Sibérie, à l'époque, ça n'est qu'une suite de postes fortifiés. C'est une sorte de Far West. Oui. C'est une suite de postes fortifiés. Il ne faut pas imaginer un bloc territorial. Donc, ce sont des kilomètres carrés un peu fictifs. On hésite aussi est-ce que les Russes peuvent être assimilés à les Occidentaux, parce qu'ils sont chrétiens, mais christianisme orthodoxe est considéré comme arriéré, superstitieux par les Européens. La noblesse russe est en voie d'occidentalisation, mais c'est très partiel. Quant à la paysannerie, elle est encore très primitive et elle vit dans son immense majorité sous le régime du servage, c'est ça ce que je veux dire, qui n'est pas loin de l'esclavage. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on peut carrément dire on n'est pas loin. Oui. On n'est pas loin. On est effectivement ça. Donc Pierre Ier, l'importance du passé, Pierre Ier est très présent. C'est une espèce de... c'est une référence constante. C'est Saint-Louis pour nous. Voilà. Et ça reste aujourd'hui, dans l'histoire russe, Pierre le Grand, c'est à la fois Louis XIV et Napoléon, si on mis dans un seul homme. Alors, il a joué sur le destin de Catherine parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il a fait éliminer physiquement son fils. Ouais, du coup, il a compromis la succession légitime. Et par une suite d'accidents politiques, c'est son épouse, Catherine Ier, qui va lui succéder, alors qu'elle-même n'est pas russe du tout, c'est une Livonienne, une ancienne servante. Et entre Pierre et Catherine II, il va y avoir 4 femmes qui vont se succéder à la tête de la Russie pendant des périodes plus ou moins longues. Donc, le destin de Catherine est exceptionnel dans le fait que c'est une étrangère, mais il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées, généralement à la suite de coups d'État. Il y a eu des précédents. Et il y a eu des précédents, et au fond, elle réalise un nouveau coup d'État après une série d'autres. Donc le pouvoir n'a peut-être pas de sexe. On répondra peut-être à la question à la fin. On répondra à la question à la fin. Ils n'ont pas la loi salique, en tout cas. Il n'y a pas de loi salique, il n'y a plus vraiment de loi de succession. Et la première succession régulière après Pierre n'interviendra qu'en 1855. Ouais, c'est incroyable. Il faut voir que c'est quand même... Il y a eu des troubles à chaque fin de règne pendant presque un siècle et demi. C'est complètement fou. La religion a une importance extrême. Oui, parce qu'à l'époque, russe et orthodoxe sont des termes synonymes. Quasi considéré comme l'identité nationale est d'abord une identité religieuse. Ce qu'il faut comprendre encore aujourd'hui, d'ailleurs. Dans la Russie. Alors, si vous êtes un juif russe ou un balte sujet russe, vous n'êtes pas vraiment russe dans l'esprit des Russes du temps, mais peut-être pas dans celui des Russes d'aujourd'hui non plus. Et donc, ça joue un rôle important, notamment avec tous ces mariages décidés par Pierre le Grand au sein de familles protestantes de l'Allemagne du Nord, parce que ça crée une sorte de distorsion entre la religion nationale et puis ces nouveaux princes et princesses qui arrivent et qui sont des Allemands, soit pas convertis, soit convertis superficiellement à l'orthodoxie. On a planté le décor. Depuis Pierre Ier, il n'y a pas eu énormément de réformes, il n'y a pas eu grand-chose qui se soit passé, même sous Élisabeth. On a digéré les réformes de Pierre, en fait. Il y a quelques nouveautés, comme on crée l'école des cadets, pour les jeunes nobles qui vont devenir officiers. On donne son existence à l'Académie des sciences, qui avait été fondée par Pierre, mais qui n'était qu'en gestation. On crée une première université, mais c'est vraiment le tout début. Ouais, voilà. Ça ne réforme pas un pays. Non, c'est très lent, mais il faut aussi... La grande différence entre la Russie et le reste de l'Europe, c'est que c'est un pays gigantesque. Et donc, quand le centre décide quelque chose, l'application dans les marges est lente et généralement imparfaite et de mauvaise volonté. Exact. C'est un peu toujours le cas aujourd'hui, c'est assez, j'allais dire amusant, il n'y a rien de drôle, mais c'est... Alors les moyens de communication et d'action d'un souverain ou d'un chef de la Russie depuis le XXe siècle ont cru de façon considérable avec les moyens de transport, l'électricité. Mais il faut imaginer le même territoire sans tous ces nouveaux moyens de communication et d'influence et d'autorité pour remettre à sa place
la vraie capacité de transformation des souverains de la Russie sur le pays au XVIIIe. On sait que par exemple quand Napoléon y est allé et qu'il fallait un mois entre Paris et Moscou, c'était Et complètement... donc voilà, même le courrier lui-même peut mettre plusieurs semaines à aller et venir au sein même de l'Empire. Ça donne un peu une idée. Pierre III, faut en parler, donc le mari. C'est le mari. Le mari de Catherine. Oui, puisque Catherine, donc jeune princesse d'Allemagne du Nord, est mariée avec ce qu'on appelle le grand-duc héritier de Russie, qui est lui-même un prince aux 3/4 allemand, qu'on a fait venir en Russie pour être le successeur d'Élisabeth, sa tante, et qui elle-même était la fille de Pierre Ier. C'est ça. Et donc ce grand-duc Pierre est un proche cousin de Sophie, d'Anhalt-Zerbst, et on les marie parce qu'elles-mêmes, ils ont tous les deux des liens proches avec la famille impériale russe, donc tout ça paraît assez logique. Et qui plus est, la candidature de Sophie est poussée par Frédéric II de Prusse, qui voit un moyen de se mettre la Russie dans son camp. Sophie, c'est Catherine, je le rappelle. Sophie, c'est Catherine. Pas suivi le début. Oui, alors il faut expliquer que une fois arrivée en Russie, on la convertit à l'orthodoxie et on lui donne un nouveau nom, qui est Catherine, en hommage à Catherine Ier, l'épouse de Pierre le Grand. C'est important les hommages en fait. Et les noms, un prénom, ça détermine beaucoup une personnalité et une vie. Et donc, par ce prénom, on met Catherine dans la continuité du règne de Pierre. Il y a la même chose en Angleterre, d'ailleurs. Avec les choix, d'appeler Édouard ou Charles, ça n'a pas la même signification. Pareil pour Élisabeth, même si c'était son prénom, elle aurait pu en changer. Voilà. On est d'accord. Donc, comment elle arrive au pouvoir, cette Catherine? Parce que ça, c'est incroyable. Alors, elle y arrive pour nous, c'est incroyable. Par une suite de mes aventures. Bon, elle épouse donc ce fameux grand-duc qui se révèle un personnage très peu doué. Mais réformateur quand même. Il va le devenir une fois empereur. Mais pendant 15 ans, il n'est que grand-duc. C'est un couple, un couple qui s'entend très mal. On soupçonne que les enfants nés de Catherine ne sont pas vraiment les enfants du grand-duc. Lui, surtout, elle a l'intelligence d'apprendre le russe, de se déclarer convaincu de l'orthodoxie, de pratiquer tous les rites de la religion publiquement, avec beaucoup de conviction et de dévotion, alors que lui n'apprend pas le russe, méprise le clergé orthodoxe, agit un peu au rebours de la température nationale. Et donc, à la mort d'Élisabeth, il monte sur le trône. Catherine devient impératrice consort, sans aucun pouvoir. Et comme ils se sont toujours très mal entendus, il est question que Pierre III la répudie. Et c'est là où Catherine, qui a toujours rêvé du pouvoir, se décide à agir pour le faire destituer. Alors, ce qui l'aide, c'est qu'évidemment, Pierre est impopulaire dans la noblesse, impopulaire dans l'armée, impopulaire auprès du clergé. Et elle va s'appuyer sur le corps qui joue un rôle majeur dans la vie politique de l'époque, qui est la garde. La garde, ce sont un ensemble de régiments dont la plupart ont été créés par Pierre le Grand, et qui sont une espèce de garde prétorienne qui font et défont les souverains. Et donc, elle organise un coup d'État assez semblable à celui qu'avait fait Élisabeth 20 ans plus tôt. Elle se fait prêter serment par les régiments de la garde, réunis à Pétersbourg, et après, à la tête de ces régiments, se rend vers Peterhof, vers la résidence de son mari dans la lointaine banlieue de Pétersbourg. Et là, Pierre est abandonné progressivement par tous ses partisans, abdique, et elle demeure seule sur le trône. Et, hasard opportun, Pierre, qui a été mis en résidence surveillée, décède dans des conditions mystérieuses un mois plus tard. Ouais, vous le dites bien, d'ailleurs, on n'a vraiment aucune idée. On est incapable de savoir si elle a dit que c'était des hémorroïdes. Il y a plusieurs versions. Il y a version d'hémorroïdes, version d'une querelle d'ivrogne qui a mal tourné, et version du fait qu'il aurait été assassiné par les frères Orloff, dont le Grégory, un des frères, était l'amant de Catherine. Catherine, évidemment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.